Excusez-nous pour cette panne technique. Je remets tout de suite le PPT. Voilà. Voilà, nous sommes de retour. Il y a une petite coupure de 1 ou 2 minutes. Donc, j'étais en train de vous expliquer le contrat de professionnalisation et nous étions on était dans un peu la mécanique financière qui fait qu'au final, la charge forfaitaire sur le contrat de professionnalisation implique que le coût employeur est de moins de 500 € dans le cas précis, dans l'exemple que nous avions pris, pour une personne qui va passer tout de même 4 jours en entreprise et qui sera assez rapidement opérationnelle dans la structure. Voilà, alors évidemment, ça peut paraître complexe, mais je vous invite à prendre contact avec votre conseiller, conseillère emploi formation auprès de votre OPCO pour analyser le coût d'une embauche dès lors que vous avez identifié un besoin, d'abord en recrutement évidemment, et puis des profils que vous pouvez sourcer auprès des écoles, des CFA, avec l'aide de la mission locale de votre département, de votre ville. Donc là, vous allez pouvoir comparer les deux types de contrats, les deux types d'embauche, de sorte à vous assurer la faisabilité économique. En tout cas, c'est un moyen de recrutement plutôt pertinent et dans les dispositions actuelles peu onéreux. Voilà, j'en ai fini pour la partie qui relève d'uniformation et donc je pense que c'est Corinne Sora dorénavant qui va poursuivre l'intervention. Exactement. Merci pour cette transition, Laurent, et pour ces explications. L'APEC intervient sur la question de comment réussir les étapes clés de son recrutement. Je vous laisse la parole tout de suite. Attention micro. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette transition. Donc, merci également à l'UDES, à Guillaume Poincinon, Pascal Weiss d'avoir sollicité l'APEC dans le cadre de ce webinaire. Effectivement, c'est dans le cadre d'un partenariat national au niveau de l'APEC avec l'UDES que j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour compléter finalement les propos et toutes ces informations très utiles en termes aussi finalement d'optimisation de ces recrutements et de pourvoir des besoins en compétences. Donc, pour me présenter, moi je suis en charge de gérer la relation avec les entreprises sur une partie de l'Occitanie pour l'APEC, qui est une association loi 1901, l'acronyme APEC, ça veut dire Association pour l'emploi des cadres, dont l'objectif est de servir les entreprises, mais également les cadres, dans leur côté entreprise, problématique de recrutement, problématiques d'image et d'attractivité, et côté cadre, accompagnement sur l'évolution professionnelle au sens large. Nous sommes un peu moins de 1000 au niveau national et nous sommes une cinquantaine sur la région Occitanie, répartis sur 2 centres, Toulouse et Montpellier. Notre financement est assuré par les cotisations des cadres et des entreprises qui nous permet de réoffrir des services en vertu de ces cotisations. Cadres, offre de services dédiés, entreprises, offre de services également dédiés en termes plutôt de pilotage des recrutements et certaines thématiques RH. Et l'objectif de ma petite présentation là, c'est de vous présenter quels sont aussi les services que vous pouvez trouver à l'APEC. Donc, par rapport quelques clés effectivement de conseils, donc on a vu les dispositifs de soutien et de financement au recrutement des jeunes ou des moins jeunes, entre guillemets, avec le contrat de professionnalisation. Il n'en reste pas moins que le recrutement doit être pensé et géré dans une globalité. Donc, on a effectivement la possibilité de solliciter ces aides financières qui permettent de soutenir grandement ces projets, mais il y a quand même la nécessité de vraiment penser le recrutement comme un vrai processus avec quand même en amont, en termes de premiers conseils, vraiment de façon très très importante, et c'est une étape qui est quelquefois un petit peu soit oubliée, soit sur laquelle on peut passer vite, qui est d'abord effectivement de définir réellement ce que l'on cherche. Donc avant de lancer un processus de recrutement, toujours se poser la question, quel est le poste à pourvoir, quelles sont les compétences dont on a besoin, quel est le profil qui va permettre de
mener à bien effectivement les missions, de s'acculturer avec l'entreprise, de s'acculturer avec l'équipe, de s'acculturer entre guillemets avec le manager. Tout ça effectivement fait qu'on a besoin de se pencher sur cette phase d'analyse de besoins, qui va être le fil rouge ensuite de toutes les étapes du recrutement. Donc, on peut peut-être un petit peu avancer sur les diapos. Voilà, donc le projet, donc le processus est celui-ci. Donc, l'analyse du besoin, on a 6 étapes dans un processus de recrutement qui sont toutes interdépendantes les unes des autres. Le fil rouge de votre recrutement, c'est ce que vous arriverez à définir en amont dans le cadre de l'analyse du besoin, qui va être votre référentiel et votre cahier des charges qui va vous suivre tout au long du processus et qui va vous permettre de piloter et de préparer toutes les autres phases qui concernent notamment l'évaluation des candidats sur les savoir-être, sur les savoir-faire, mais également sur les éléments de motivation et sur le potentiel, et qui vont également donc présider à la décision de façon collégiale avec les autres acteurs du recrutement sur des critères neutres, objectifs, et qui vont être les mêmes pour finalement la totalité des candidats que vous allez avoir dans votre processus de recrutement. On s'arrêtera 2 petites minutes quand même aussi sur la notion d'intégration, voilà, qui est fondamentale, surtout en plus dans des logiques effectivement d'apprentissage. Donc, le poste, il faut le définir. Le poste, ça se définit avec plusieurs paramètres. D'abord, quelles vont être les actions, quelles vont être les principales missions. Déjà, quelle est la finalité du poste? Quelles vont être à cette finalité attachées les grandes missions? Il y a chaque grande mission clé, 3, 4 maxi. Quelles vont être les activités qui vont effectivement permettre de diriger le poste vers une mission donnée? Ça va se traduire par un intitulé. Un intitulé, c'est un point d'accroche dans une offre d'emploi. Il y en a 3, l'intitulé, le lieu et l'émission. On peut y rajouter évidemment les notions de salaire. La localisation du poste, le positionnement également d'un poste dans un organigramme et dans un environnement de travail, les moyens et les interlocuteurs avec qui je vais travailler, de qui je vais dépendre, quelles vont être mes relations internes et mes relations transverses, et quelles vont être effectivement les finalités de la situation de travail. Donc, on va dire que ces missions et ces activités, elles sont encore plus essentielles quand on est dans des logiques de transfert des savoirs, comme dans des logiques d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, puisqu'on est amené forcément à définir quelles vont être les compétences et on va dire le dispositif de transfert des savoirs qu'on va mettre en place pour permettre de partir d'une compétence A et d'arriver à une compétence B. On en arrive évidemment avec la cohérence avec le poste et le profil recherché. Donc, dans le cadre effectivement de la connaissance du secteur d'activité, on va être plutôt dans la formation demandée par rapport aux logiques d'apprentissage et de professionnalisation. On va être moins regardant sur la notion d'expérience professionnelle, sauf effectivement sur des profils qui ont déjà une première expérience professionnelle sur les contrats de professionnalisation qu'a présenté Laurent Muscat. Donc, au-delà effectivement de 26 ou 28 ans, si j'ai bien écouté. Je parle sous votre couvert. Donc, on peut avoir une première expérience professionnelle qui va être transférable sur le titre ou sur la certification visée. Mais tout ça mérite effectivement d'être pensé parce que ce qu'on vise, c'est une opérationnalité qui va être accompagnée, bien sûr, mais à terme, elle devra générer de l'autonomie chez le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice. Donc, bien penser effectivement ces prérequis de poste sont essentiels parce que c'est à la fois la réussite du candidat, de l'apprenti, de l'alternant, mais c'est également la réussite de l'équipe et c'est la réussite derrière de l'entreprise. Donc, on verra un peu aussi dans la partie période d'intégration qu'il est nécessaire de se poser aussi ces questions-là dans une logique aussi de réussite de cette intégration. Et dans les compétences requises, on va être sur des éléments qui vont être aussi beaucoup dépendre des éléments de motivation et des éléments de potentiel. Parce que quand on est effectivement sur des dispositifs de transfert de savoir sur des publics plutôt jeunes, effectivement, on va centrer beaucoup plus sur la notion d'envie, sur la notion de projet professionnel et sur la notion de potentiel. C'est-à-dire dans le potentiel, on entend la capacité à faire et qui va conditionner aussi la capacité à apprendre. Ensuite va venir la phase de l'évaluation. L'évaluation, elle est essentielle pour aller déterminer, on a vu les 3 champs de la candidature et sur les profils plus jeunes, bien évidemment, une notion d'envie, de potentiel et de motivation, mais le projet professionnel aussi. Donc, la structure de l'entretien de recrutement, ça passe vite, un entretien de recrutement, un entretien d'évaluation. Donc, il faut qu'un maximum 1 heure, on ait pu cerner la personne, qui on a en face, à qui je m'adresse, quels sont ses moteurs. Et finalement, par rapport à ça et par rapport à l'environnement de mon entreprise et par rapport à la finalité du poste de travail, est-ce que je vais y trouver une corrélation? Donc, on voit ici la démarche entonnoir qui doit être celle, effectivement, de l'entretien de recrutement, entre guillemets, structuré.
Sur la décision qui va permettre de décider effectivement collégialement avec tous les acteurs du recrutement, on va s'attarder sur 3 choses essentielles. Les compétences entendues, à condition qu'on les ait aussi bien définies en amont dans la notion de référentiel d'évaluation. Donc, dans les compétences, on a évidemment des notions de savoir-être et de compétences comportementales. La motivation qui va sous-tendre l'envie aussi du candidat de mettre à disposition ses compétences au service de mon entreprise et comment on va pouvoir, essentiel à cette notion de potentiel d'évolution dans les dispositifs de transfert comme l'alternance ou les contrats de professionnalisation, est-ce que la personne elle va être capable d'apprendre et est-ce que la personne elle va être aussi capable effectivement de mettre dans la situation de travail donnée les compétences qu'on lui a transférées à l'école, en tout cas sur la notion théorique et dans la situation de travail qui va être la situation de travail apprenante. Soigner l'intégration, donc la démarche effectivement d'alternance est par nature une démarche d'intégration et de transfert des savoirs. Donc quelques chiffres d'une étude du Mr Ten qui sortit en 2019. Donc on a effectivement des processus d'intégration, on remarque qu'ils sont souvent très investis le premier jour, plutôt pas mal investis la première semaine, mais après petit à petit la notion d'intégration peut effectivement se déliter pour aller chercher une opérationnalité immédiate. Donc visons d'abord effectivement l'acculturation, visons d'abord l'appréhension dans son nouvel environnement de travail avant de solliciter l'opérationnel immédiate. Mais ces quelques chiffres nous montrent effectivement que la grande majorité des entreprises n'ont pas pensé le processus d'intégration pour l'accompagnement des collaborateurs. Et une période d'intégration dans le poste peut aller au-delà d'une période d'essai. Donc, il faut bien distinguer aussi ces deux périodes-là. 40%, nous dit cette étude, des salariés nouvellement embauchés auraient envisagé de quitter leur entreprise pendant la période d'essai. Donc, c'est quand même un chiffre assez important. 4% de ces nouveaux salariés vont quitter leur poste après une première journée qui n'a pas été suffisamment investie. Alors, on peut aussi avoir là des erreurs de casting, entre guillemets, où on s'est trompé dans effectivement la pondération du poste et le profil attendu. Et 22% quand même des rotations de personnel ont lieu pendant les 45 premiers jours. Donc, quand le turnover se situe dans les 45 premiers jours de l'arrivée, on est effectivement sur des indicateurs qui sont véritablement liés au processus de recrutement. Donc, les conditions de réussite dans la période d'intégration, effectivement, elles sollicitent bien évidemment d'abord l'envie de la personne elle-même et l'initiative et on va dire les forces, quelque part de résistance et d'adaptation, et là on rejoint le potentiel du nouveau ou de la nouvelle recrutée, mais il y a aussi la nécessité de l'entreprise de penser de façon progressive une montée en compétences validée par des étapes, validée par des suivis réguliers qui vont permettre de voir effectivement comment est-ce qu'on peut peut-être redresser le tir, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut peut-être accompagner une montée en compétences progressive pour arriver à terme à une autonomie dans le poste en termes de fonctionnement. Donc, planifier les étapes clés, penser les modalités aussi d'accompagnement. Donc, la partie sur la marque, elle est plutôt liée à l'attractivité puisque, eh bien, quand bien même, qu'importe effectivement le type de profil que je recrute, est-ce que je suis plutôt sur des profils, effectivement, est-ce que ma façon de recruter est effectivement un modèle plutôt tourné vers l'alternance? Est-ce que vous allez venir maintenant un petit peu plus pour développer l'alternance ou voilà, est-ce que c'était vraiment dans les pratiques ou la culture ou les pratiques de votre entreprise? Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va gagner aussi du temps dans le recrutement quand on a, et surtout on va fidéliser ces salariés, nouveaux salariés, quand déjà on a travaillé aussi la marque employeur, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'elle s'adresse à des candidats extérieurs, oui, parce qu'on va travailler le discours pour les candidats potentiels de demain, mais c'est aussi finalement penser le lien qui nous unit tous quand on travaille dans une entreprise et qui va faire que finalement, tout cet investissement que j'ai passé sur l'intégration au travers des processus d'alternance, de contrats de professionnalisation, finalement, je vais avoir un retour sur investissement parce que je vais fidéliser aussi mes nouveaux salariés sur une période qui va me permettre d'avoir un retour aussi sur mon investissement. Donc, rapidement, les services, parce que je vois que le temps est passé. Donc, vous retrouverez l'enregistrement, mais également le support. Donc, rapidement, si vous voulez aller plus loin sur ces conseils-là, avec l'APEC, par rapport à votre entreprise et votre propre contexte RH, donc on peut travailler avec des temps collectifs à l'APEC. Donc, on propose des ateliers qui sont des ateliers sur des thématiques qui s'affichent ici. Donc, les ateliers pratiques RH, on va retrouver la marque, on va retrouver le questionnement en entretien, on va retrouver donc le processus d'intégration. Ce sont des sessions inter-entreprises de maximum 10 participants, où on va avoir de l'échange de pratiques et de l'apport d'outils. On peut également vous accompagner sur les offres d'emploi et vous pouvez diffuser des offres d'emploi à l'APEC pour des profils d'alternants.
c'est tout à fait possible de diffuser ces offres sur apec.fr. Elles sont éligibles effectivement à une diffusion sur apec.fr et elles sont également éligibles à du conseil de notre part pour avoir une offre d'emploi qui soit cohérente en termes de poste-profil et donc qui soit dès les premiers temps, on va dire, attractive et cohérente par rapport à un public de candidats. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre catalogue Sourcing Plus. Donc, principalement pour quand même les TPE-PME. On va avoir également une action plus dans votre entreprise cette fois pour aller travailler avec vous. Donc, l'attractivité au travers de diagnostics courts, mais qui permet de faire le point sur vos pratiques aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, un rendez-vous avec l'entreprise pour aller identifier les résultats de ce questionnaire qui va ensuite être déployé en plan d'action avec nous sur 3 thèmes. Mon processus de recrutement, donc j'ai peut-être besoin de le revoir, de l'outiller, de le rendre plus sécurisant pour mes managers, pour moi en tant que recruteur et pour l'entreprise dans sa stratégie globale, ou alors j'ai besoin de travailler des notions d'attractivité et de marque, ou j'ai besoin de travailler ma cartographie des outils de recrutement, comment est-ce que je vais mieux cibler mes candidats et quels outils de recrutement je vais utiliser de même pour être plus performant dans mon approche candidat. Donc, je vois que je boucle cette conférence. Merci pour votre attention. Merci à vous, surtout pour cette présentation très enrichissante et qui, comme vous pouvez le constater en tant qu'employeur, pourra vous servir. Donc, pour rappel, en fait, le webinaire avait 3 objectifs. Le premier, de vous présenter les aides de l'État. Ensuite, l'accompagnement qui pouvait être fait par l'OPCO. Et enfin, une présentation de comment sécuriser votre embauche, notamment de jeunes dans l'entreprise, et comment les accompagner pour qu'ils puissent continuer à travailler pour vous et à développer votre image de marque en tant qu'employeur. Sans transition, je passe directement aux questions puisque le temps nous est compté. Peut-être donc avant la coupure, j'avais noté, heureusement, les questions qui étaient sur le fil. Donc, il y avait une première question donc de Madame Tricot, si je ne me trompe pas, sur le guide disponible de l'UDES. Alors, le guide de l'UDES, où est-ce que vous pourriez le télécharger? Vous avez l'ensemble des guides de l'Union sur le site Internet, donc dans l'encadré publication, en bas de l'accueil. Vous y retrouverez pas mal de guides, notamment sur l'insertion des jeunes dans votre entreprise. Une autre question concernait donc c'est une question de Madame Boissonnade. Pourquoi 6 mois de prise en charge de la fonction tutorale alors que la formation est sur une durée de 1 an? Est-ce qu'un des intervenants souhaite y répondre? Monsieur Muscat. Alors là, c'est simplement que c'est prévu dans le Code du travail, c'est dans la loi. Donc sur le contrat pro, la durée maximale est effectivement de 6 mois sur le tutorat. Je suppose parce qu'on considère que la personne va être opérationnelle assez rapidement sur le contrat de professionnalisation, alors que sur le contrat d'apprentissage, on est sur une période d'1 an, puisque là, il faudra tout de même plus de temps pour accompagner le jeune en contrat d'apprentissage. Merci. Deuxième question. Pour les organismes de formation, les CFA donc, pouvez-vous nous donner des informations sur les modes de calcul des prises en charge? Une question de Madame Kunti. Oui. Alors, le mode de calcul de prise en charge, il faut savoir quand même que les organismes de formation s'alignent en général sur la prise en charge locaux parce qu'ils ont besoin de placer leurs apprentis. Donc, en fonction de votre OPCO, ils se renseignent sur le taux horaire et ils s'alignent sur le taux horaire fixé par l'OPCO. S'ils sont plus chers, dans tous les cas, ils s'alignent. Enfin, je ne sais pas si M. Muscat, mais moi, pour le fait d'avoir pris des apprentis, je sais que sur certains organismes, ils demandent la prise en charge maximale et s'ils sont au-dessus, ils s'alignent. Pas toujours? Oui, disons compléter effectivement sur l'apprentissage. Donc, il y a des tarifs qui ont été négociés, convenus au niveau national en lien avec France Compétences, notre autorité de tutelle aux OPCO. Et ces tarifs dépendent aussi des conventions collectives. Donc là, les CFA doivent s'aligner sur ces tarifs-là et, si possible, ne pas pratiquer de dépassements qui seraient là à la charge de l'entreprise.
Sur le contrat de professionnalisation, là, le tarif que les organismes de formation doivent déterminer, eh bien, c'est leur tarif en fonction de leur coût de revient. Alors, nous, on a des forfaits qui sont majorés, mais afin qu'il y ait une aide à l'entreprise. Donc, on ne demande pas nécessairement, au contraire, on ne demande pas aux organismes de formation de s'aligner sur les forfaits. Par exemple, le forfait actuel qui est à 18 € de l'heure au niveau d'une formation, on ne demande pas aux organismes de formation de s'aligner sur ce forfait-là. Si l'organisme de formation est à 10 € de l'heure, eh bien qu'il reste à 10 € de l'heure. De la sorte, il y aura 8 € de l'heure qui seront une aide à l'embauche pour l'entreprise. Hein, c'est bien ça le but. Hein. Voilà, donc là, l'organisme de formation, il établit son tarif en fonction de son coût de revient, et de sorte à ce que la formation soit rentable ou viable économiquement pour lui. Merci pour cette réponse. Une question concernant, donc bonjour, le contrat d'apprentissage est ouvert sans limite d'âge aux créateurs d'entreprise. Un créateur d'entreprise sous forme associative est-il éligible? Sur cette question-là, normalement, oui, les associations sont assimilées à des entreprises en tant qu'employeurs de droit privé et donc peuvent bénéficier de l'aide à l'embauche des jeunes. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter peut-être cette réponse? Oui, le Code du travail ne précise pas le cadre de la création d'entreprise. Donc, effectivement, pour le secteur associatif, une association est une entreprise de manière générique. Donc, comment on va vérifier? Eh bien, simplement, c'est le projet qui va être exposé par la personne. Donc, si le futur apprenti a bien un projet de création d'association d'entreprise et qui semble sincère, bien sûr, le contrat d'apprentissage pourra se mettre en place, même si la personne a plus de 30 ans. Merci. Nous avons encore 2 questions, peut-être 3 même. Donc, le contrat de professionnalisation peut-il remplacer les VAE? Non, le contrat, je me permets de répondre, hein, le contrat de professionnalisation ne remplace pas la VAE. La VAE en soi, elle n'est pas formative. C'est donc la validation et les acquis de l'expérience. Hein. C'est un mémoire qui est présenté devant un jury pour des personnes qui considèrent qu'ils ont l'expérience finalement professionnelle, mais qui n'ont pas le diplôme correspondant. Donc, ces personnes présentent un mémoire devant un jury et vont obtenir tout ou partie, valider tout ou partie du diplôme. Alors que le contrat de professionnalisation permet de bénéficier de la formation et d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, ce sont 2 choses différentes. Et dernière question, merci. Bonjour. Concernant l'aide au contrat d'apprentissage, si je comprends bien, ce n'est pas automatique. Il faut enregistrer l'alternant sur le site de l'ASP, comme pour les personnes de moins de 26 ans. Concernant le contrat d'apprentissage, nous pouvons suspendre un CDI. Connaissez-vous le formalisme? Doit-on remplir le même formulaire que pour un CDD? Alors, vous allez répondre. Alors, il y a 2 questions en une. Exactement. Les personnes qui sont déjà en CDI, le formalisme, c'est l'imprimé classique du CERFA. Donc, par contre, il faut bien être d'accord sur la suspension du contrat de travail CDI pour la signature d'un contrat d'apprentissage CDI, bien entendu, avec le même niveau de rémunération. Donc ça, je recommande à la personne de prendre contact avec son conseiller emploi-formation pour bien sécuriser cette période en apprentissage. L'aide est automatique. Seconde question, donc l'aide est bien automatique dès lors que vous avez déposé votre contrat auprès de votre OPCO. Donc ça veut dire envoyer le dossier, le CERFA, le contrat de travail et la convention de formation avec le CFA. Donc tout ça, une fois que ça a été bien envoyé à l'OPCO, celui-ci l'enregistre, télétransmet les informations au ministère du Travail et à l'agence de services et de paiement qui va mensuellement verser l'aide de l'État. Donc, on l'a vu, les 5 000 ou 8 000 € selon l'âge de l'apprenti, selon qu'il est mineur ou majeur. Donc, ça, c'est automatique, c'est ultra simplifié. Voilà, votre OPCO vous expliquera les démarches et procédures, mais c'est relativement simple. Et enfin, une question sur le tuteur. Est-ce que le tuteur doit-il avoir un diplôme équivalent ou une expérience équivalente au diplôme préparé par l'apprenti? Il me semble que non, mais vous pouvez peut-être y répondre, Monsieur Muscat.
Oui, alors s'il a peu d'expérience, s'il a moins de 2 ans d'expérience, le tuteur doit pouvoir justifier d'un diplôme dans le secteur concerné par la formation. Sinon, dès lors qu'il a au moins 2 ans d'expérience professionnelle en lien avec le métier, donc là, il peut ne pas avoir le diplôme. Il peut accompagner également plusieurs apprentis. Hein, mais là, également, votre conseiller emploi-formation vous donnera tous les éléments pour vous rassurer sur cet aspect-là. Merci. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il n'y a pas d'autres questions si je ne m'abuse. Je vous propose de conclure. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous avez normalement, donc, pour rappel, un enregistrement de ce webinaire que vous pourrez retrouver sur les sites internet, notamment du DES, avec le PPT. Donc, vous aurez également toutes les informations concernant l'aide au recrutement, les aides que peuvent, enfin, l'accompagnement que peut vous apporter votre OPCO, ainsi que les services de l'APEC. Vous avez également à la fin de ce PPT et donc également sur l'article que vous retrouvez en ligne les contacts des différentes personnes de ce webinaire que vous pourrez évidemment solliciter si vous avez des questions complémentaires. Je vous remercie je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci aux intervenants, merci aux personnes présentes. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.